Qu'est-ce qui m'a motivée pour l'espéranto? En fait, j'ai essayé d'en savoir plus sur l'espéranto. J'avais 19 ans, j'étais en classe préparatoire à Henri IV à Paris. Et j'ai demandé à mon professeur d'anglais comment faire pour apprendre l'espéranto. Et il m'a dit: «Ah, c'était un beau projet. Dommage que ça n'existe plus.» J'avais 19 ans et j'ai laissé tomber mes velléités d'apprendre cette langue parce que j'ai fait confiance. J'ai cru qu'effectivement, ça n'avait pas pris et que cette langue, elle n'était pas devenue une vraie langue vivante. Et ensuite, des années après, j'avais 26 ans et j'étais institutrice en CM2 et syndiquée. Et dans un numéro, dans la revue syndicale, numéro spécial sur l'espéranto, j'ai découvert que c'était une langue qui était enseignée et qu'un instituteur breton avait écrit tout un dossier dessus, c'était Frédéric Lemagadur, expliquant qu'il avait emmené sa classe de Bretagne en voyage scolaire en Yougoslavie, c'était avant la guerre, avant 92, et que ses élèves d'école primaire avaient pu échanger avec leurs petits correspondants yougoslaves. Et il disait au bout seulement de quelques mois de cours du soir. Du coup, ça m'a motivée comme j'étais maîtresse et que j'avais des CM2. Et j'ai fait effectivement pendant une année un projet de correspondance scolaire. J'avais 21 élèves et on avait échangé avec 22 pays en dehors de l'Europe, pays vraiment exotiques toute l'année. Les élèves avaient fait des recherches sur ce pays et sur toute la culture qui tourne autour de ce pays. Et cette année-là, j'avais été inspectée et l'inspecteur avait fait un super rapport d'inspection élogieux en disant qu'il y avait une riche vie culturelle dans cette classe. C'était plein d'affichages. Les enfants recevaient des courriers, des paquets de l'étranger. Ils étaient très motivés. Puis on avait fait un CD-ROM, c'était en 97, c'était encore au début. Hein. Mes élèves avaient fait un CD-ROM pour présenter toute leur correspondance de toute l'année. Voilà, puis après, bon, comme j'habitais Briançon, à même pas 10 km de la frontière italienne, et sur une route internationale, je recevais beaucoup de touristes de passage qui parlaient espéranto. Et je me suis rendu compte que c'était dommage que mon mari et mes deux enfants, à l'époque j'en avais que deux, ne parlent pas espéranto parce que quand j'avais des invités, moi je suis bavarde, j'en profitais énormément de cet invité, je parlais beaucoup, j'apprenais beaucoup et je négligeais un peu ma famille qui ne comprenait pas, à part qu'ils pouvaient manger des bons plats cuisinés à la façon de tel pays. Alors j'ai décidé de parler espéranto chez moi. Et ce qui m'a le plus convaincue, c'est quand j'ai eu Laetitia, ma troisième, étant donné qu'elle était bébé, il fallait décider si j'allais parler français ou espéranto, pour éviter qu'elle mélange les deux langues. Et là j'ai décidé, bon mais moi je parlerai espéranto, et puis le papa parlera français. Et le papa lui lira les petits albums, la littérature infantile en français. En fait, c'est l'espéranto qui a pris le dessus et même le papa parlait qu'espéranto. Parce que les deux plus grands frères et sœurs parlaient espéranto, Jérémy et Marjolaine. Et Laetitia est rentrée à l'école maternelle à 3 ans et demi. Elle parlait pas français, elle répondait en espéranto à la maîtresse au début. Il a fallu 3 mois pour qu'elle réponde en français à la maîtresse. Voilà, puis maintenant elle a 22 ans. Elle vient d'avoir son master avec 16/20. Je pense que ça aide les enfants à prendre confiance dans leurs compétences linguistiques, prendre confiance qu'ils sont capables d'apprendre des langues étrangères et que c'est pas si difficile que ça. Parce que vu que c'est une langue logique, il n'y a pas de piège dedans. Ça donne confiance dans l'apprentissage des langues et puis ça exerce la souplesse de l'esprit pour parler une autre langue. Puis le fait de parler une autre langue que la sienne, ça fait créer une petite distance, un écart qui aide à mieux prendre conscience du fonctionnement grammatical de sa propre langue. Enfin, sa propre langue. En tout cas, pour elle, le français, c'était sa deuxième langue. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez langue logique? Logique, il n'y a que 16 règles de grammaire. Et il n'y a pas d'exception. Il n'y a aucune exception d'espéranto. Le vocabulaire vient des langues les plus fréquentes qui existent déjà en Europe, mais également il y a des mots qui viennent de d'autres langues. La grammaire, elle est hyper logique, c'est comme la grammaire des langues asiatiques. Elle est simple. La conjugaison, c'est as au présent, la terminaison des verbes, mais tous les verbes, il n'y a pas de groupe. Tous les verbes au présent et pour toutes les personnes. Par exemple, tous les noms communs se terminent en O. Et à partir d'un nom commun, on peut former le verbe avec i, par exemple, musico, la musique. Et bien, musiki, c'est faire de la musique. En français, on n'a pas le verbe musiquer. Donc, souvent en français, il faut utiliser une périphrase.
ou je suis sur le point de, ou cet endroit est digne d'être visité. En espéranto, on dirait tiu loko estas visitinda. C'est beaucoup plus court. D'ailleurs, dans les livres bilingues, la page en espéranto est plus courte que la page en français et même que la page en anglais. Les japonais s'y retrouvent parce que le japonais, c'est une langue agglutinante, comme l'allemand, et l'espéranto est une langue agglutinante. Alors expliquez-moi ce que c'est qu'agglutinant. Une langue agglutinante, c'est des langues où on peut construire des mots du vocabulaire en collant plusieurs racines. D'accord. Par exemple, en allemand, pour dire la pollution, Oui. Umweltverschmutzung. Oui. On colle Welt, environnement, qui est déjà lui-même constitué de deux parties. Verschmutzung, parce que faire, qui rend transitif, Schmutz, schmutzig, sale, Ung, qui est les noms abstraits au féminin. Voilà. D'accord. Donc c'est une langue agglutinante, la formation des mots est logique et ça soulage la mémoire puisque avec une racine on a tous les mots de la même famille. L'espéranto est également une langue isolante comme le chinois, mais isolante c'est que quand on forme des mots avec une même racine, on ne transforme pas cette racine. Par exemple en français, la famille du verbe pouvoir, je peux, ça fait E. Que je puisse, oui, possible, os. On voit que ça change, on garde que le P finalement. Alors que les langues isolantes, c'est hyper clair, quoi. Vous pouvez rajouter un préfixe, un suffixe, vous pouvez faire un verbe, vous pouvez l'accorder, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne va pas changer le radical. Le mot est reconnaissable. L'espéranto a été créé à la fin du 19e siècle par un linguiste polonais qui s'appelle Zamenhof. Il avait un projet, depuis qu'il était enfant, de créer une langue qui serait une langue outil qui permettrait à différentes communautés de mieux se comprendre. Bon, ça s'explique pour les raisons historiques et géographiques à l'endroit où il vivait à l'époque. Et le premier congrès universel a eu lieu en 1905 à Boulogne-sur-Mer, en France. Oui, pourquoi en France? Et il a fait paraître dans un journal russe sa première grammaire, Fundamento, le livre La grammaire. Pourquoi en France? Parce qu'il y a eu une communauté importante de Français qui se sont mis à l'apprendre à l'époque. Parce que c'était à la fin du 19e siècle, au début du 20e, la France avait un certain poids. La langue française était la langue des colonies, c'était un pays puissant. Le français, à l'époque, il était même parlé à la cour du tsar de Russie parce que ça faisait très snob de parler français. Donc le fait de faire le congrès universel d'espéranto, le premier en France, ça avait beaucoup plus de poids que si on l'avait fait dans un pays qui avait moins d'aura. Comment l'espéranto a été créé? Il y a eu un petit livre qui a été publié, qui s'appelle le Fundamento, ça veut dire le fondement, avec les 16 règles de grammaire, et puis le premier lexique d'espéranto. Et Zamenhof a dit qu'il n'était pas propriétaire de ce projet et qu'il en faisait cadeau à l'humanité. C'est-à-dire que peut s'appeler espérantiste toute personne qui parle l'espéranto. À partir de ce moment-là, l'espéranto s'est étendu dans tous les pays du monde. Peu à peu, il y a des gens qui ont découvert que ça existait, qui l'ont appris. Bon. Les gens qui ne parlent pas espéranto, ils pensent que c'est pas répandu. Ben oui, parce que c'est pas marqué là, je parle espéranto. À la fin du 19e siècle, il y a eu un foisonnement de projets de langues internationales. Voilà, c'est une époque où on avait des rêves un peu idéalistes et humanistes de donner à chaque être humain un outil pour la compréhension internationale, c'est-à-dire une seconde langue qui serait complètement neutre, sans pays, sans idéologie, sans religion, juste un outil de communication accessible, notamment à la classe ouvrière. C'était pas mal diffusé dans les milieux ouvriers. Également, l'espéranto, c'est pas réservé qu'aux enseignants, aux informaticiens, aux linguistes, aux polyglottes ou aux universitaires. Il y a une recherche en sociologie qui a été faite par Nikola Rašić, un sociologue croate, et j'avais acheté son livre. Ouais. En fait, la conclusion, c'est en fait, sa recherche c'était est-ce qu'il y a un point commun entre tous les espérantistes du monde? Qu'est-ce qui fait qu'une personne
va décider de se lancer dans cet apprentissage qui demande quand même 2-3 mois pour arriver à parler couramment. C'est rien par rapport à l'anglais où il faut 2-3 ans. Mais qu'est-ce qui a fait que cette personne s'est lancée alors qu'a priori elle ne va pas en tirer un bénéfice financier? Donc qu'est-ce qui fait qu'elle va se lancer dans cet apprentissage des langues? Et en fait, il s'est rendu compte que le seul point commun entre les espérantistes, il n'est pas idéologique, mais il est uniquement dans le nombre de langues étrangères parlées par cette personne. Les espérantistes en moyenne parlent plus de langues étrangères qu'une personne qui n'a pas appris l'espéranto. Chaque année, il y a un congrès universel qui est organisé. Et cette année, il était au Brésil. Et l'an prochain, il sera à Lille, en France. Voilà. Vous avez par exemple le monde diplomatique qui est traduit en espéranto. Vous avez Wikipédia qui existe en espéranto. Wikipédio. Vous avez vous abonnez à des journaux, format papier, par exemple le mensuel Monato. Super grand éventail. Ĉu vi parolas Esperante? Est-ce que vous parlez en espéranto? C'est un cadeau d'espérantistes du Vietnam où je suis allée en janvier-février et à l'occasion du 97e congrès universel d'espéranto à Hanoï en 2012. C'est qu'on a envie de découvrir de façon plus authentique les gens dans les autres pays. Déjà, c'est une langue vivante. Chaque écrivain va avoir son style différent et puis le langage parlé, il a évolué par rapport à il y a 100 ans. C'est sûr, maintenant il y a plusieurs niveaux de langue. Il y a 100 ans, c'était encore qu'une langue un peu homogène qui a été créée. Maintenant, vous avez un peu des mots plus péjoratifs, un peu des mots vulgaires, de l'argot. Il y a différents niveaux de langue qui n'existaient pas au début. Hein. Moi, mais je me rappelle, mes enfants, ils revenaient quand ils étaient ados des premières rencontres de jeunes où je les ai autorisés à aller. Ils revenaient avec des mots parfois que je connaissais pas, mais je comprenais bien qu'ils n'avaient pas le droit de les dire à la maison. Espéranto, c'est moyosa. Alors ce mot-là, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Et quand j'ai demandé à mes enfants qui revenaient d'une rencontre de jeunes, qu'est-ce que vous dites là? C'est quoi moyosa? Ça n'existe pas, c'est pas dans le dictionnaire. Ils m'ont dit, t'es trop vieille pour comprendre. Je dis, attends, si ça existe, dis-moi ce que ça veut dire. T'es trop vieille pour comprendre. Il a fallu que je regarde sur internet. Moyosa, c'est un acronyme de Moderna Junulara Stila. Ça veut dire de style jeune et moderne. Effectivement, ils n'ont pas voulu me donner la traduction. J'étais dépassée.